N'acceptez pas, n'acceptez pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, diapo suivante. Donc, juste en introduction, vous dire que les troubles du sommeil, déjà, ils répondent à une définition finalement assez bien, assez claire. Euh, J'en parlerai un petit peu plus tard. Et que ces troubles du sommeil entraînent une altération de la santé globale et c'est devenu un problème majeur de santé publique. Ces troubles du sommeil, en termes de qualité ou de quantité, peuvent avoir un impact sur les activités de la vie quotidienne, sur la qualité de vie et éventuellement sur l'observance des traitements. Ce que l'on sait chez les PV-VIH, c'est que globalement, ils sont plus fréquents que dans la population générale. On a quelques chiffres qui sont parfois un peu anciens. En France, on estime qu'environ 10 millions de personnes souffrent de troubles du sommeil et qu'un tiers à la moitié déclarent avoir un problème de sommeil. Alors, les chiffres sont assez larges et différents parce que tout dépend la question que l'on pose, si on parle de problème de sommeil, de troubles de sommeil ou de qualité du sommeil. Et en parallèle, chez les PV-VIH, des études maintenant un peu anciennes retrouvent environ 58% de personnes qui déclarent avoir au moins un trouble du sommeil. Les deux tiers aux trois quarts signalent une mauvaise qualité de sommeil. Euh, Diapo suivante. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est rechercher des signes d'alerte en consultation quand on voit nos patients. Il y a trois questions principales. Simplement demander si on est au patient s'il est satisfait de son sommeil, s'il pense avoir un sommeil récupérateur et s'il arrive à rester éveillé toute la journée sans somnoler. Déjà, si on répond positivement à une de ces trois questions, il faut aller plus loin. Diapo suivante. Bien sûr, on peut aussi, il y a des questionnaires déjà à proposer aux patients, si, pour les adeptes des questionnaires, donc je ne fais pas forcément partie, mais si on veut aller un peu plus loin, on peut proposer aux patients de compléter ce questionnaire où il y a une dizaine de questions. Alors, on retrouve les premières questions, les trois premières dont j'ai cité précédemment, mais on va un petit peu plus dans le détail. Alors, vous arrive-t-il de vous réveiller avant l'heure souhaitée le matin? Vous arrive-t-il de faire des cauchemars? Vous arrive-t-il de ronfler? Voilà. Et on répond, c'est assez, ce qui est pratique dans ce questionnaire, c'est que, on voit bien de pas du tout, en fait, avec les petits smileys, de pas du tout à tout à fait bien. Donc, ça permet aussi de dépister un petit peu ces troubles du sommeil. Diapo suivante. Alors, quand on parle de troubles du sommeil, il y a d'une part un comportement inadapté qui peut entraîner des troubles du sommeil, et c'est souvent le plus fréquent et c'est quasiment toujours présent, mais ça peut être associé à certains processus pathologiques qui peuvent entraîner des troubles et des symptômes liés au sommeil. Et donc on a une échelle qui va d'une bonne santé au sommeil à une mauvaise santé du sommeil et qu'il faut en fait dans l'analyse de la qualité finalement de la santé du sommeil prendre en compte à la fois les comportements et à la fois rechercher des manifestations physiopathologiques. Diapo suivante. Si on veut définir un petit peu ces troubles du sommeil, parce que finalement c'est un terme assez générique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors il y a une classification officielle qui définit un petit peu plus précisément ces troubles. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que moi je ne suis pas médecin. En fait, M. Angama, il n'avait pas d'ordonnance de traitement. Alors, j'ai Il n'en a plus. pas parlé au téléphone. Il l'a rappelé pour lui dire. Quand je lui ai remis l'ordonnance de bilan, il m'a dit J'en- ben, il n'aura J'entends plus de une traitement. personne qui répond au téléphone et je vois plus mes diapositives. Et Parce je que pars, je mets un mois. il faudrait que tout le Et monde par coupe contre, il faut le signer. Je mets dans son votre micro. casier et vous signez parce que demain matin, il passe à 9 heures. Bon, enfin, juste pour vous dire, je suis pas médecin du sommeil, donc je peux pas non plus, ben voilà, je n'ai pas cette Je ne sais pas si c'est sur expertise-là, mais que l'édition j'ai Prospect. Je travaillé avec des regardais. médecins du sommeil. Et donc, si on veut définir un petit peu les troubles Ok. du sommeil, il y a Ordonnance différents troubles. de bilan. Mais là, bilan était sur Est-ce, Nadis aussi. Ben, je vais voir. Je regarde. est-ce Merci. que, voilà,
Est-ce que la personne qui répond au téléphone peut couper son micro, s'il vous plaît? Qui s'appelle 052 905 sur son nom qui s'affiche à l'écran. Et est-ce que je peux retrouver mes diapos que je ne vois plus? Ah, voilà. Donc, si l'on reprend un petit peu les différents troubles du sommeil selon cette classification, il y a d'une part les troubles insomnie, alors que l'on connaît, alors que insomnie aiguë ou insomnie chronique. Il y a les troubles respiratoires du sommeil, avec essentiellement les syndromes d'apnée-hypopnée du sommeil. Il y a des troubles d'hypersomnolence d'origine centrale, là on rentre déjà un peu plus dans le détail. Il peut y avoir des troubles du rythme veille-sommeil circadien, c'est-à-dire en gros des personnes qui dorment pendant la journée au niveau diurne et qui ne dorment pas au niveau la nuit. Il y a des troubles de parasomnie. Alors, c'est par exemple les cauchemars qui font partie de cette catégorie-là. Et puis, il y a des troubles moteurs du sommeil et notamment le syndrome des jambes sans repos. Diapo suivante, je vais juste détailler en fait 2 ou 3 pathologies parce que je pense que c'est important qu'on les connaisse et on les connaît plus ou moins bien et elles sont relativement fréquentes chez les personnes qui vivent avec le VIH. D'une part, il y a le trouble insomnie chronique. Alors, l'insomnie, c'est un trouble du sommeil avec des répercussions diurnes. Et ça, c'est important. On peut dire, une personne peut vous dire, moi, je dors 2 heures par nuit maximum, mais dans la journée, il n'y a aucune difficulté. Alors, 2 heures, c'est quand même pas beaucoup. Mais bon, on va dire 5 heures par nuit, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas une personne insomniaque. La plainte d'insomnie, c'est la personne qui se plaint de difficultés d'endormissement ou d'éveil nocturne avec difficulté pour se rendormir, ou un réveil matinal précoce avec une incapacité de se rendormir. Et pour parler d'insomnie chronique, il faut présenter ces troubles au moins 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. Donc vous voyez, c'est assez, enfin, les définitions sont finalement assez strictes. Il faut que ces troubles soient associés à une répercussion fonctionnelle dans la journée. Il ne faut pas que ça soit expliqué par d'autres troubles du sommeil ou par la présence de troubles psychiatriques. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ces troubles surviennent en dépit d'opportunités suffisantes pour dormir. Une personne, par exemple, qui fait les 3-8 et qui travaille de nuit, effectivement, le réveil nocturne, c'est un petit peu normal. Donc ça, c'est important de pouvoir, d'avoir une définition assez claire de l'insomnie chronique. La diapo suivante. Et puis, il y a une autre manifestation dont je voudrais parler parce qu'elle est largement méconnue chez les personnes, enfin, chez les médecins qui suivent des patients VIH. C'est le syndrome des jambes sans repos. C'est un syndrome qui est relativement fréquent et qui augmente en fréquence avec l'âge, c'est-à-dire dans les populations les plus âgées, il faut savoir le rechercher. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un besoin impérieux de bouger les membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle les impatiences. Et c'est associé ou non à des sensations désagréables. Il y a des personnes qui peuvent présenter des paresthésies ou des dysesthésies des membres inférieurs à type de sensation de brûlure, par exemple. Ça a un caractère vespéral et ça peut commencer au moment où la personne est immobile, au moment où elle est inactive ou au repos, et où ça peut s'aggraver pendant ces moments de repos. Et ce que doit faire la personne pour soulager ces manifestations, c'est bouger. Donc vous imaginez bien que dans les situations quand on dort la nuit, eh bien, s'il faut se lever pour soulager ces sensations, ça perturbe considérablement le sommeil. Diapo suivante. Alors, il faut le rechercher parce que finalement, il y a un traitement de première intention qui est assez simple. Le syndrome des jambes sans repos, il y a un lien direct avec le fer, simplement parce que c'est un mécanisme qui implique la transmission dopaminergique et que le fer est un cofacteur enzymatique de la synthèse de dopamine. Donc, une personne qui serait carencée en fer
peut avoir comme manifestation un syndrome des jambes sans repos. Il n'y a pas forcément une anémie ferriprive, mais juste une carence en fer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est doser la ferritine. Mais les seuils de valeur normale de ferritine, ça dépend un peu au niveau des laboratoires, mais c'est souvent supérieur à 30, on va dire supérieur à 40 nanogrammes par millilitre. Or, dans le syndrome des jambes sans repos, l'objectif n'est pas de normaliser la ferritine, mais d'avoir une ferritinémie au moins supérieure à 100 nanogrammes par millilitre. Et donc, doser la ferritine, supplémenter en fer, avec un objectif supérieur à 100 nanogrammes par millilitre, et on peut venir à bout de ce syndrome des jambes sans repos. Je pense que c'est souvent méconnu, enfin de beaucoup de médecins, et c'est très simple, il faut y penser. Il faut aussi penser à la prise de psychotropes qui peut favoriser le syndrome des jambes sans repos. La diapo suivante. Et donc là, je vous ai juste détaillé deux troubles du sommeil. Il faut bien comprendre que les troubles du sommeil sont la plupart du temps associés à des comportements de santé, à des règles d'hygiène du sommeil qui ne sont pas respectées. Et donc, alors, c'est vrai qu'un des médecins du sommeil, le docteur Micolo, avec qui on a travaillé, parle d'anges gardiens et de petits démons. Donc, on en a un sur chaque épaule et il faut éviter les petits démons, en fait, de prendre le dessus et rappeler les anges gardiens quand on commence à avoir des troubles du sommeil. Alors, les petits démons, c'est la prise de psychotropes, par exemple, c'est la consommation d'alcool excessive, c'est la consommation d'hypnotiques, c'est le fait de fumer, c'est le fait de boire beaucoup de café, c'est d'avoir une alimentation trop riche, surtout avant d'aller se coucher, et c'est d'avoir peu d'activité physique. Et donc, on peut lutter contre ces petits démons et puis appeler nos anges gardiens. Et nos anges gardiens vont nous conseiller de faire plus de sport, d'avoir une alimentation plus équilibrée, de diminuer le tabac, diminuer le café, diminuer l'alcool. Et ce que l'on peut, les points sur lesquels aussi on peut agir, c'est au niveau environnement, c'est-à-dire avoir une atmosphère calme dans sa chambre, sombre, avec des volets ou des rideaux, avoir un lit confortable. Tout ça, ça améliore la qualité du sommeil. Et avoir une certaine régularité dans les heures de coucher et de lever du sommeil. C'est vrai que ça, c'est des rappels qu'il faut faire aux patients, c'est extrêmement important. Il faut éviter les siestes longues pendant la journée, parce que bien sûr, on ne retrouve pas le sommeil le soir. Une personne qui sera insomniaque et qui n'arrivera pas, par exemple, à retrouver le sommeil au milieu de la nuit après s'être réveillée, le conseil à lui donner, au bout de 20 minutes, une demi-heure, si elle ne s'est pas endormie, c'est lever. Le lit, ça sert à dormir. Finalement, si on ne dort pas, on se lève, on se met dans une atmosphère calme, on lit, on évite les écrans, qui sont aussi là, extrêmement nocifs pour la qualité du sommeil. On limite les écrans, on peut écouter de la radio, une musique, enfin quelque chose qui ne soit pas excitant. Et puis, dès qu'on voit revenir cette sensation de sommeil, on retourne se coucher. Diapo suivante. Alors, un point aussi sur les hypnotiques, parce qu'on est, nous médecins, très, très, très souvent sollicités sur la prescription ou le renouvellement d'hypnotiques. Globalement, il faut éviter cette prescription d'hypnotiques. Il peut y avoir une indication, c'est dans les troubles d'insomnie aiguë. Et donc là, dans cette situation-là, proposer des hypnotiques à demi-vie courte, et uniquement s'il y a la plainte, enfin la difficulté à s'endormir. On peut choisir des hypnotiques à demi-vie un petit peu plus longues si la personne se réveille au milieu de la nuit, n'arrive pas, ou se réveille tôt le matin et n'arrive pas à se rendormir. Limiter les prescriptions à 4 semaines. Rappeler, c'est très important, les règles d'hygiène du sommeil, celles que je viens de vous rappeler précédemment. Parfois, on voit qu'il y a des troubles, enfin, des anomalies, des mauvaises habitudes à rappeler. Il faut donner la dose minimale, éviter les associations. Si la première ne marche pas, ne pas associer 2 benzodiazépines.
Et puis, dès le départ, anticiper l'arrêt de ces traitements. Il faut savoir qu'il faut éviter que ça devienne des traitements chroniques et informer sur les effets indésirables. Sur la diapo suivante, il y a juste détaillé. Alors, en fait, en pratique, je pense qu'on en prescrit deux, c'est le zolpidem et l'azopiclone, qui sont les deux hypnotiques à demi-vie courte. Rappeler quand même les effets secondaires, c'est avec le zolpidem, par exemple, les hallucinations, les effets paradoxaux, le somnambulisme, qui peuvent, alors qu'on recherche une meilleure qualité du sommeil, finalement entraîner des manifestations inappropriées, des troubles du sommeil. Et puis l'azopiclone qui peut éventuellement entraîner des dysphonie. Diapo suivante. Alors, là, je vous ai surtout parlé de troubles du sommeil en population générale et finalement, chez les PV-VIH, ça fait longtemps qu'on en parle et c'est vrai que je vous présente juste ça, c'est au niveau de notre Corévie, on a fait cette étude qui est maintenant un peu en scène, qui a été faite il y a maintenant une dizaine d'années, le temps passe très vite, mais on a proposé à tous les centres du Corévie, lorsqu'ils voyaient leurs patients en consultation, de proposer des questionnaires, un questionnaire qualité de vie, un questionnaire du sommeil et un questionnaire dépression. Vous voyez que ça a été fait en 2012-2013, 1350 patients, les trois quarts étaient des hommes. Et l'on voit que dans ce questionnaire, on voyait que la durée médiane de sommeil était de 7 heures, qui est finalement une durée à peu près normale en population générale, c'est entre 7 et 8 heures. Que 47% de ces patients étaient cependant considérés comme des mauvais dormeurs, à partir du questionnaire qualité de vie, le questionnaire de Pittsburgh, qui est largement utilisé, et c'était plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. 40% des sujets ne peuvent pas s'endormir en moins d'une demi-heure, 3 fois ou plus par semaine, et ça, c'est vraiment la définition en fait de l'insomnie. C'est-à-dire que un bon dormeur s'endort en 30 minutes maximum. 57% se réveillent au milieu de la nuit ou tôt le matin, 3 fois ou plus par semaine. Et là, vous voyez qu'on retrouve la définition de l'insomnie. Et ce qui est aussi intéressant et dont on parle peu, c'est que 31% avaient des douleurs au moins une fois par semaine. 20% ont signalé des symptômes dépressifs. En fait, c'est au niveau de ce questionnaire de dépression, modéré à grave. C'est un pourcentage qui est élevé et on sait très bien que les troubles dépressifs sont plus fréquents dans la population VIH. Les facteurs qui étaient associés à cette mauvaise qualité du sommeil, c'était les troubles dépressifs, le tabac et le fait de vivre seul, d'être célibataire. Alors, s'il y en a un quatrième qui est les favirenz. Alors là, aujourd'hui, je pense qu'il y a extrêmement peu de patients qui ont encore ce traitement et on connaissait très bien cet effet secondaire de l'effavirenz. Il n'empêche que les 3 premiers facteurs, dépression, tabac, et le fait d'être célibataire, c'est des facteurs qui ne sont pas liés au VIH, qui sont des facteurs sociodémographiques, qui sont extrêmement fréquents dans la population VIH. Diapositive suivante. Donc voilà où on était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on en est, je pense, à peu près dans la même situation, voire peut-être qu'elle s'est même aggravée. Et donc, on a une forte prévalence et une fréquence de troubles du sommeil chez les PV-VIH. Le constat que l'on fait aussi, c'est que c'est souvent largement sous-diagnostiqué et insuffisamment pris en charge. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Diapo suivante. Et c'est là où, alors il y a maintenant un peu plus d'1 an, je crois que c'était fait en 2022, et ça a été fait grâce à l'aide des laboratoires Gilead, je pense qu'il faut qu'on le souligne, et qui nous a permis en fait de travailler sur ces troubles du sommeil et de proposer alors un consensus ce qu'on appelle français qui s'appelle, c'est une méthode qui s'appelle de type Delphi, en fait, et qu'on peut utiliser dans plein de thématiques différentes. En fait, en l'absence de recommandations de dépistage et de prise en charge des perturbations du sommeil, en l'occurrence, mais ça peut être sur n'importe quelle thématique, on peut essayer de rechercher un consensus avec une technique qui est très définie, qui est très stricte, très protocolée, qui est ce qui s'appelle le consensus Delphi. Donc, on a mené cette étude structurée
sur la thématique des perturbations du sommeil. Donc, on a créé un comité scientifique, donc je faisais partie. Donc, il y avait 3 infectiologues, il y avait 2 psychiatres médecins du sommeil, et il y avait une infirmière d'éducation thérapeutique. Et ce groupe a constitué une revue de la littérature sur ce qu'on savait aujourd'hui, l'état des lieux, parce que ce qu'on sait aujourd'hui des troubles du sommeil chez les PV et VIH. Et à partir de cette revue de la littérature, on a formulé des assertions, c'est-à-dire en fait des propositions qui ont été proposées à un vote de consensus. Donc, on a envoyé ces assertions à un groupe, à un panel de médecins, d'infirmières, de psychologues, des personnes qui avaient une expérience de suivi des personnes vivant avec le VIH et qui travaillaient répartis sur la France entière. Et donc, ces assertions ont été proposées, les personnes ont pu voter, alors c'était une échelle de 1 à 10 pour dire s'ils étaient tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. Et il y avait différents domaines. Il y avait le dépistage des perturbations, les investigations autour des troubles du sommeil, la prise en charge de première ligne, le recours à un spécialiste, le sommeil et les antirétroviraux et les mesures de prévention. Je suis déjà passée à la diapositive suivante où vous voyez là effectivement ces différents domaines. Donc on a envoyé ces questionnaires, ces assertions pour le vote. On a eu à la fin du premier tour un retour de ce vote et vous avez vu qu'en fait il y avait une classification où on acceptait, enfin où on était au-dessus de 60%, 75% de réponses. Enfin, voilà, en gros, l'assertion, les gens étaient d'accord et on a validé les assertions. Et vous voyez que là, les 2 tiers des assertions ont recueilli un consensus au bout du premier vote. Alors, ça pouvait être le consensus, ça peut être les 3/4 sont d'accord ou les 3/4 ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, le panel de votants avait validé, de manière, les réponses étaient suffisamment homogènes pour valider les assertions. Et puis, il y a eu un deuxième tour pour les assertions qui n'avaient pas trouvé de consensus au premier tour. Et parfois, c'était une question de formulation. Donc, on les a retravaillées, on a reformulé certaines assertions et on a renvoyé pour le second vote. Et il n'y a que 2 votes, hein, il n'y en avait pas plus. Et à la fin, en fait, on arrive au résultat. Et là, vous avez la diapositive suivante. Si l'on prend au niveau des investigations, de la recherche des éléments causaux en cas de troubles du sommeil, le consensus était d'accord pour dire que c'était lié à l'environnement et au mode de vie du patient, que ces troubles du sommeil impactaient le comportement en matière de sommeil, que ils pouvaient potentiellement être liés à un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, qu'ils pouvaient être liés au traitement antirétroviral, mais qu'ils pouvaient aussi être liés à l'état de santé du patient. Là, c'était pour les investigations. Diapo suivante. En termes de prise en charge de première ligne, ce qu'il est sorti de ce consensus, c'est que si les troubles du sommeil sont liés à l'environnement et au mode de vie du patient, alors il faut rappeler les règles d'hygiène de sommeil pour les PV-VIH afin de modifier leur comportement de sommeil. En cas d'insomnie aiguë, pas améliorée par l'application des règles d'hygiène de sommeil, alors on pouvait ajouter temporairement un hypnotique en tenant compte du traitement antirétroviral, notamment des interactions potentielles. En cas de suspicion d'un syndrome des jambes sans repos, il fallait réaliser une ferritinémie et la corriger s'il était inférieur à 100 nanogrammes par millilitre avant de consulter un spécialiste du sommeil. Et si on suspectait fortement un syndrome d'apnée du sommeil, ou si cette suspicion était associée à une somnolence diurne excessive ou à un risque cardiovasculaire élevé, alors il était recommandé une évaluation objective du sommeil par polysomnographie ou polygraphie respiratoire et surtout s'assurer de la réalisation de ces examens pour rechercher
affirmer ou infirmer ce diagnostic. Diapo suivante. Donc, au niveau de l'adressage à un spécialiste, en fait, quand faut-il adresser à un spécialiste? On peut adresser à un spécialiste du sommeil en cas d'insomnie sévère ou résistante au traitement et ou aux mesures d'hygiène du sommeil. On peut aussi adresser à un spécialiste en cas d'agitation sévère ou de syndrome des jambes sans repos avec un taux élevé de ferritine. En fait, l'idée, c'est que nous, on arrive à dépister, faire une prise en charge de première ligne pour ne pas emboliser les spécialistes du sommeil, qui aujourd'hui, on sait très bien que les délais de rendez-vous sont extrêmement longs. Donc, en fait, voilà à quel moment, en fait, il faut passer la main. On sait aussi que, enfin, quand adresser à un psychiatre en cas de présentation de troubles anxieux ou de troubles dépressifs majeurs, modérés à sévères, mais aussi en cas de résistance au traitement de l'anxiété ou au traitement antidépresseur, et aussi en cas de présentation d'un risque suicidaire. Quand peut-on adresser à un spécialiste du sommeil ou à un pneumologue en cas de forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, qu'elle soit associée à une somnolence diurne excessive ou à un risque cardiovasculaire élevé? Donc voilà les indications pour savoir quand est-ce que nous, on peut passer la main. Diapo suivante. Il y avait donc un certain nombre d'assertions qui comportaient les traitements antirétroviraux et les troubles du sommeil. Et donc, ce qu'il en est sorti, c'est qu'avant d'envisager un changement d'antirétroviral face à des altérations des troubles du sommeil, il faut d'abord évaluer de manière approfondie la quantité et la qualité du sommeil. Il faut chercher toute cause possible autre que le traitement antirétroviral et il faut prendre en charge ces troubles du sommeil. Si on souhaite modifier le traitement antirétroviral au sein d'une même classe thérapeutique, certains antirétroviraux étant plus fréquemment associés que d'autres à des troubles du sommeil, il est possible de passer à un antirétroviral de la même classe thérapeutique. Et là, alors, on n'a pas cité de molécules ni de classe thérapeutique, mais on a bien en tête essentiellement les anti-intégrases, avec le dolutegravir ou le bictegravir qui peut entraîner des troubles du sommeil plus que le raltegravir, et puis les analogues non nucléosidiques, les favirenz, qui est de moins en moins utilisé, entraînent fréquemment des troubles du sommeil, ce qui est beaucoup moins le cas des autres analogues non nucléosidiques. À l'initiation d'un nouveau traitement antirétroviral, les troubles du sommeil peuvent s'atténuer ou disparaître au bout de quelques semaines. Et donc, il faut rappeler aux patients les règles d'hygiène de sommeil pendant cette période et ne pas se précipiter pour modifier le traitement au cours des premières semaines. Mais si un effet indésirable sur le sommeil est imputé à un antirétroviral, à ce moment-là, il faut envisager en premier lieu une modification de l'heure de prise du traitement. Effectivement, on sait qu'une prise du médicament le soir peut majorer ces troubles du sommeil et il faut proposer aux patients une prise éventuellement le matin pour voir s'il y a une amélioration de ces troubles du sommeil avant d'envisager une modification du traitement de l'antirétroviral. Et puis, il faut aussi avoir une vigilance particulière autour de l'observance, parce que, alors que certains antirétroviraux peuvent provoquer ces troubles, on sait très bien que des troubles du sommeil, une fatigue excessive ou une hygiène du sommeil de mauvaise qualité peut très bien avoir un impact sur la prise médicamenteuse, de décaler les heures de sommeil, les périodes d'insomnie et d'oublier de prendre son traitement le soir ou le matin. On sait très bien que cela peut aussi avoir une conséquence. Donc, y penser en cas de suspicion d'inobservance et corriger les troubles du sommeil peut corriger aussi l'inobservance. La diapo suivante, et ça sera ma dernière diapositive. Il faut bien mettre le sommeil dans un environnement global. C'est un comportement de santé qui est extrêmement important. Il faut en prendre soin et il fait partie de cette liste
des 7 comportements de santé, des conseils d'hygiène, hygiéno-diététique, ce que l'on dit, enfin voilà, qui n'est pas un très joli mot, mais le fait de ne pas fumer, le fait de ne pas consommer d'alcool ou peu d'alcool, le fait d'avoir un poids normal, c'est vrai que le poids excessif ou le poids trop faible peut modifier la santé, le fait de ne pas grignoter entre les repas, le fait de prendre un petit déjeuner le matin, le fait de faire de l'exercice physique et de dormir régulièrement, il s'agit en fait d'hygiène de sommeil, tout ça a un impact sur le comportement, sur l'hygiène de vie, sur les comportements de santé et sur la qualité du sommeil. En fait, c'est vraiment un tout. Voilà, c'était ma présentation et je crois que j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Alors, j'entends pas du tout la salle. J'ai vu que Cédric avait applaudi. Allô? Est-ce qu'il y a une réaction? Merci Clotilde. C'est juste que quand on regarde tes 7 recommandations finales, là, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de patients qui rentrent. Alors, dans toutes les 7, je dirais 0 de ma patientèle. Et ne serait-ce que de 2 ou 3 des 7, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu hors des clous par rapport à ce qui est proposé. Alors, je ne sais pas si tes patients rentrent plus dans les règles qui sont proposées, mais c'est vrai qu'on a l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement lié à la question du VIH, mais c'est vrai que les patients qu'on suit pour des maladies chroniques sont souvent un peu hors de ces clous-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là. Et puis, enfin, ces recommandations, ça, on enfonce un peu une porte ouverte. Les choses sont claires. Je crois que, enfin, de les rappeler, déjà, c'est utile. Il est clair qu'on on coche jamais toutes les cases, et c'est la même chose en population générale. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, mais on peut toujours accompagner nos patients. C'est sûr que si, par exemple, ils ont une volonté d'activité physique, une certaine motivation, une volonté de perdre du poids, on peut les accompagner avec une prise en charge diététique. On peut rappeler ces conseils d'hygiène du sommeil, la diminution d'alcool, l'arrêt du tabac. C'est une volonté je dirais, quasiment tous nos patients fumeurs. Il n'empêche que si c'était facile d'arrêter de fumer, ça se saurait. Donc, on n'a pas de solution miracle, mais on peut proposer un accompagnement et rappeler ces règles aussi hygiéno-diététiques. Je pense qu'on fait ça depuis des années. C'est des petites avancées qui, je pense, on n'aura jamais fini, mais il y a toujours un bénéfice à accompagner en fait les patients. Mais clairement, on n'y est pas. Mais je ne sais pas qui, même dans la salle, qui coche toutes les cases. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Nous allons vous remercier, docteur Alavé.